Bonjour à tous, bienvenue à ce neuvième webinaire organisé par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Je me présente, Julie Poulin, je suis directrice du développement de l'électricité renouvelable. Donc, avant de présenter nos conférenciers, j'aimerais vous préciser que vous pouvez inscrire vos questions dans le Q&R que vous voyez dans le haut de l'écran. Les questions qui concernent les conférenciers vont être répondues là, si le temps le permet à la fin du webinaire. Sinon, toutes les réponses à vos questions vont être sur notre site Internet. Donc, ce neuvième webinaire va être animé par Frédéric Côté, qui est directeur général chez Energica, et Denis Lapalme, qui est doctorant, analyste, expert en recherche et innovation chez Energica. Donc, les conférenciers aborderont plusieurs aspects de la technologie éolienne, notamment son principe de fonctionnement, ses composantes et les principaux modèles d'éoliennes, tout en retraçant l'évolution de cette technologie. Ils s'entretiendront également sur les parcs éoliens en présentant leurs composants, les différents types de parcs ainsi que l'importance du rôle des gisements éoliens dans le bouquet énergétique québécois. Donc, Denis, Frédéric, à vous la parole. Parfait. Donc, j'amène le PowerPoint. Ouais. Oui, bien merci beaucoup, Julie. Bonjour tout le monde. Donc, Frédéric Côté, directeur général d'Energica. Je suis accompagné de mon collègue Denis. Donc, tout de suite, allons dans le vif du sujet. Donc, une petite présentation d'Energica, qui nous sommes. Donc, on est un centre de recherche appliquée qui stimule l'innovation en matière d'énergie renouvelable à travers des travaux de recherche, d'aide technique, de transfert technologique et d'accompagnement aux entreprises et aux collectivités. Energica est un... je ne vois pas le changement de la... Oui. Ah, voilà, parfait. Donc, nous sommes un organisme à but non lucratif. Nous sommes en fait un centre collégial de transfert de technologies affilié au Cégep de la Gaspésie et des Îles avec un mandat national. Nous sommes membres donc du réseau des CCTT ainsi que du regroupement des CCTT, donc les centres collégiaux de transfert de technologies en transition énergétique, qu'on appelle l'Escouade Énergie. Enfin, nos principaux secteurs d'activité sont l'énergie éolienne, l'énergie solaire photovoltaïque et l'intégration des énergies renouvelables. Donc, on est super content d'être avec vous aujourd'hui et je cède la parole à Denis qui va prendre le relais à partir de maintenant. Alors, à mon tour de vous souhaiter bonjour, bienvenue à ce webinaire. Donc, avant de commencer à parler plus de la technologie comme telle, je voulais qu'on parle tout d'abord des vents, parce qu'évidemment, quand on parle d'énergie éolienne, on a besoin de vent. Donc, ce qu'on voit ici, c'est une carte mondiale de la ressource de vent. Et comme on peut voir, donc plus c'est rouge sur la carte, le meilleur sont les vents. Et comme on peut voir, le Québec est pas mal rouge à grandeur. Le Québec a l'une des très bonnes ressources de vent dans le monde. On est meilleur que le sud de l'Europe, meilleur que plusieurs parties de la Chine, de l'Inde ou même de l'Ouest des États-Unis. Autre phénomène aussi assez intéressant, c'est qu'en hiver, les vents au Québec sont meilleurs que dans d'autres périodes de l'année. Ce qui fait que quand on a le plus de besoins énergétiques, parce que c'est là qu'on chauffe, mais notre ressource énergétique aussi s'améliore et s'augmente. Donc, le Québec, finalement, a une bonne ressource de vent qui est encore plus optimale quand on en a le plus de besoin. Mais ces vents-là, c'est de l'air. Comment est-ce que l'air réussit à faire tourner finalement les pales éoliennes? Comment ça réussit à faire fonctionner une éolienne? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fonctionne un peu de la même façon qu'un avion, essentiellement. Donc, la pale, c'est un profil aérodynamique. Quand l'air vient frapper la pale, l'air voit un obstacle qu'elle doit contourner. En contournant l'obstacle, l'air accélère, ce qui réduit la pression statique sur la pale. Sauf que de la façon que le profil est fait, de la façon qu'il est designé, le chemin que l'air doit parcourir sur le dessus de la pale est plus long que le chemin à parcourir en dessous. Donc, plus long chemin, plus d'accélération sur le dessus de la pale, la pression statique baisse plus sur le dessus. On se retrouve donc à un déséquilibre de pression, moins de pression sur le dessus de la pale, et la pale cherche simplement à s'élever là où il y a moins de résistance, et donc elle se met en mouvement de cette façon-là. Et donc, on a nos trois pales sur l'éolienne qui se mettent à tourner. À leur vitesse maximale, ça va dépendre des modèles, mais le rotor va atteindre une vitesse d'environ une quinzaine de tours par minute. Ça peut sembler faible, mais sur les grosses éoliennes qu'on a présentement avec des diamètres à 160 mètres, le bout de la pale peut avancer de l'ordre de 400-450 km à l'heure. Donc, notre rotor tourne à environ 15 tours par minute.
ça actionne un arbre lent qui tourne aussi à 15 tours par minute jusqu'à la boîte d'engrenage. La boîte d'engrenage, son rôle, c'est de multiplier la vitesse. On va l'emmener environ à une vitesse de 2000 tours par minute. Puis ensuite, donc, cet arbre rapide-là va tourner dans la génératrice. Et la génératrice, donc, il va créer le courant électrique. La majorité des modèles sont équipés d'une boîte d'engrenage. Il y a quelques modèles quand même qui n'en ont pas, même sur les très grosses éoliennes. Dans ce cas-là, c'est l'arbre lent qui tourne directement dans la génératrice. La génératrice est un peu plus grosse, on a plus de pôles électromagnétiques dedans, mais ça peut produire la même quantité d'énergie quand même. Et donc, après, cette énergie-là électrique, elle est tout simplement envoyée dans le bas de la tour au transformateur qui prépare l'électricité simplement pour le réseau collecteur et qui va pouvoir l'envoyer ensuite sur le réseau d'Hydro-Québec. Donc, la majorité des pièces techniques, on le voit, sont dans le haut de l'éolienne, sont dans la partie qu'on appelle la nacelle. Hein, c'est ce qu'on voit souvent là, très, très, très haut au loin quand on se promène. C'est aussi dans la nacelle qu'on trouve deux systèmes très importants pour l'éolienne. Le premier système, c'est le système d'orientation de la nacelle. Pour être efficace, les pales doivent faire face au vent. C'est pour ça que les éoliennes sont équipées d'une girouette sur le dessus de la nacelle. Cette girouette-là, elle mesure en continu c'est quoi la direction du vent. Et si elle détecte une différence entre la direction du vent et la direction, l'orientation de la nacelle, eh bien, le système d'orientation tourne simplement la nacelle afin de l'orienter face au vent pour optimiser la performance de l'éolienne. L'autre système important, c'est le système de pas variable. L'angle de pas, essentiellement, c'est l'angle qu'il y a entre la pale et le vent quand il arrive sur la pale. Donc, quand j'expliquais un peu plus tôt là, que finalement, si le chemin est plus long sur le dessus de la pale, ça fait un peu une plus grande dépression. C'est un peu ça le principe de l'angle de pas. En changeant le pas, on peut changer essentiellement la longueur du chemin sur le dessus, ce qui va faire varier la capacité de l'éolienne à tourner plus ou moins vite. C'est un système qu'on a besoin surtout quand la vitesse du vent est très rapide. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi un anémomètre sur le dessus de la nacelle, essentiellement. L'anémomètre contrôle, mesure en continu la vitesse de vent et envoie l'information au système de pas variable et le pas va s'ajuster automatiquement en fonction des besoins de l'éolienne. Parce qu'effectivement, donc, l'éolienne, la puissance délivrée par l'éolienne dépend de la vitesse du vent. Donc, tous les modèles d'éoliennes, toutes les marques d'éoliennes ont une courbe caractéristique qu'on appelle la courbe de puissance, donc qui est vraiment spécifique à chaque manufacturier, chaque modèle et même chaque sous-modèle. N'empêche que cette courbe caractéristique, donc on appelle la courbe de production, a toujours les mêmes points caractéristiques. Le premier point caractéristique, c'est la vitesse de démarrage. C'est la vitesse de vent minimale pour que l'éolienne puisse se mettre en rotation. Ça dépend des modèles, mais typiquement, c'est autour de 3 mètres par seconde ou autour de 10 km/h. Ensuite, la puissance augmente et augmente en fonction de la vitesse du vent. L'éolienne est minimalement contrôlée à ce moment-là jusqu'à atteindre la vitesse nominale. La vitesse nominale, c'est la vitesse de vent qui permet à l'éolienne finalement d'atteindre sa puissance nominale, qui est la puissance pour laquelle elle a été conçue. Quand on entend parler de ça, c'est une éolienne de 3 MW, ça c'est une éolienne de 6 MW. C'est toujours de la puissance nominale dont on parle à ce moment-là. La vitesse nominale, encore là, dépend des différents modèles, typiquement autour de 11 ou 12 mètres par seconde, donc autour de 40-45 km/h. Donc, à ce moment-là, notre éolienne a atteint sa puissance nominale. Elle va conserver la puissance nominale au fur et à mesure que la vitesse de vent augmente. C'est justement ça le rôle du système de pas variable, donc de garder la puissance constante même si le vent augmente. Donc là, notre vitesse de vent peut continuer d'augmenter jusqu'à la vitesse d'arrêt. À ce moment-là, donc le système de pas n'est plus nécessairement capable de contrôler. Il y a trop de vent, là, donc on va préférer arrêter l'éolienne pour la protéger par rapport à l'opération. La vitesse d'arrêt, c'est très variable. Ça, c'est très variable selon les différents manufacturiers, selon les différents modèles. Ça peut varier typiquement entre 22 mètres par seconde jusqu'à une trentaine de 30 mètres par seconde. La moyenne, ce qu'on se dit, c'est environ 25 mètres par seconde, soit environ 90 km/h. Donc ça, c'est la fin de l'opération, un peu pour protéger l'éolienne. Par contre, en statique, quand l'éolienne ne bouge plus, l'éolienne demeure très sécuritaire. En fait, les éoliennes sont conçues pour résister à des rafales jusqu'à 70 mètres par seconde, c'est-à-dire jusqu'à 250 km/h. Donc, c'est à partir de cette vitesse-là, qu'on atteint quand même assez rarement, là, que l'éolienne peut commencer à subir des dégâts.
à cause du vent. Maintenant, comme on peut voir sur la courbe, la plage d'opération de l'éolienne est quand même très large. On a une vitesse de démarrage environ à 10 km/h jusqu'à la vitesse d'arrêt environ 90 km/h. On couvre quand même assez bien toute la plage des vents courants quotidiens qu'on peut avoir. C'est pour ça qu'on dit que l'éolienne, elle fonctionne en fait très souvent. Elle est souvent en train de produire de l'électricité, ce qu'elle ne produit pas toujours nécessairement à son maximum. Ça dépend des vents. Donc, les vents sont variables, effectivement. On n'a pas toujours la puissance maximale. Par contre, vent variable, ça ne veut pas nécessairement dire vent imprévisible. On fait toujours une campagne de mesure de vent avant d'installer les éoliennes pour savoir ça va être quoi mon vent moyen sur un site, pour savoir c'est quoi les caractéristiques du vent. Et il peut y avoir des petites variations d'année en année, mais typiquement, c'est quand même représentatif. Et donc, on s'attend, on est capable de prévoir là, quelle puissance s'attendre, quelle énergie s'attendre d'une année à l'autre de la part de nos éoliennes. De la même façon, maintenant, les différents modèles météorologiques là, sont capables de prédire la vitesse des vents jusqu'à 24, 36, même 48 heures là, à l'avance, ce qui fait qu'on sait déjà le jour d'avant essentiellement quel genre de production on va avoir le lendemain, ce qui nous permet de gérer tout le réseau électrique sans trop de problèmes. Point important ici, donc, le facteur un peu qui va nous dire c'est quoi la puissance qu'on obtient, ce qu'on appelle le facteur d'utilisation. Le facteur d'utilisation, c'est essentiellement le ratio entre l'énergie qui est vraiment produite sur une année. Donc, on va faire la somme de toutes les fois où on produit 500 kW, des fois qu'on produit 1500, des fois on produit 2000. On va faire toute la somme de toutes ces productions-là sur une année et on va le diviser par l'énergie qu'on aurait eue si on avait réussi à opérer au maximum durant toute l'année. Donc, ça, c'est notre facteur d'utilisation. Pour une éolienne, ça tourne typiquement entre 35 et 40 %. Ça, c'est en moyenne. Donc, l'hiver, les vents sont meilleurs. On peut même aller jusqu'à du 45 %. Bon, on est au Québec quand même. Donc, on sait, on peut avoir de la neige, on peut avoir du givre et les éoliennes peuvent aussi être impactées par le givre. Ce qu'on voit ici, donc, c'est l'image d'une de nos pales sur notre site de recherche Energica à Rivière-au-Renard. Donc, dans ces conditions-là, évidemment, c'est beaucoup de givre. L'éolienne aurait été arrêtée parce que le profil aérodynamique est trop perturbé. On n'a réussi plus vraiment à créer la portance correctement. Par contre, depuis 10-15 ans, il y a vraiment beaucoup de recherches qui s'est faites pour justement minimiser, même contrer l'effet du givre sur les pales. Beaucoup de cette recherche-là a impliqué des acteurs québécois. Il y a des compagnies québécoises qui sont impliquées là-dedans. Ou sinon, il y a beaucoup de recherches qui s'est faites par des compagnies étrangères qui ont utilisé les éoliennes qui ont été implémentées là, au Québec depuis 10-15 ans pour faire la recherche, pour faire le développement, pour justement contrer ces problèmes de givre. Recherche qui a souvent été faite avec l'aide d'Energica. D'ailleurs, Energica est l'un des membres importants là, de regroupements internationaux, donc on appelle le Task 54 de l'Agence internationale d'énergie, qui justement est le centre de recherche qui chapeaute tous les efforts là, en système de dégivrage. Donc, Energica est un membre justement de ce centre-là. Et donc, parmi les solutions qui ont été développées, essentiellement, la solution qui est le plus souvent retenue, c'est une forme de chauffage des pales, que ce soit par air chaud ou que ce soit par un petit fil électrique qui fonctionne un peu de la même façon qu'un calorifère. En mettant un courant dedans, ça produit de la chaleur. Donc, on peut garder comme ça nos pales hors givre. Ça peut fonctionner de deux façons. Essentiellement, on peut fonctionner en anti-givrage. Donc là, on peut avoir différents capteurs, dont un qui a été développé, le IceTech, par l'Université Laval. Ces capteurs-là détectent que les conditions météorologiques sont givrantes, indiquent à l'éolienne qu'il faut partir le système d'anti-givrage. On réchauffe la pale. Donc, pendant même l'événement de givre, la pale, il n'y aura pas vraiment d'accumulation de givre pendant l'événement. Et donc, l'éolienne continue d'opérer de façon normale pendant tout son événement de givre. Sinon, les systèmes peuvent aussi travailler en dégivrage. Donc, à ce moment-là, le givre s'accumule sur la pale. Quand la pale sent que il y a trop de givre, je dois m'arrêter, ça fait partir le système de dégivrage. En environ 30 minutes, 1 heure, tout le givre est fondu ou tombé et l'éolienne peut recommencer à opérer normalement. Donc ça, c'est une belle évolution quand même, les systèmes d'anti-givrage au cours des 15 dernières années. L'autre évolution majeure qu'il y a eu aussi au cours des 15-20 dernières années, évidemment, c'est l'augmentation de la taille des éoliennes. Ce qu'on veut faire ici, c'est surtout augmenter le diamètre de l'éolienne. Parce qu'on augmente le diamètre de l'éolienne, évidemment, il y a plus d'air qui passe par les pales, ce qui fait qu'on réussit à produire plus d'énergie pour la même éolienne.
En augmentant évidemment la taille des pales, par corollaire, il a fallu quand même élever la hauteur du mât, de s'assurer que la pale ne touche pas le sol. Autre avantage aussi d'élever la hauteur des mâts, c'est que les vents sont plus forts plus on monte en altitude. Donc, notre mât plus élevé, on peut aller chercher un peu plus d'énergie, augmenter un peu notre facteur d'utilisation aussi. Alors, les éoliennes maintenant courantes, les éoliennes terrestres, les technologies sont autour du 6-7 MW. Si on va plutôt dans l'offshore, les éoliennes en mer, on est autour du 12, 13, 14 MW par éolienne. Et donc, c'est ça. Maintenant, les hauteurs de mât sont environ autour de 150 mètres pour des diamètres rotors de 160 mètres. Alors que les éoliennes qu'on a installées dernièrement, là, pratiquement au Québec, c'est surtout des 2-3 MW avec des diamètres 80-90 mètres. Donc là, on a vu un peu comment fonctionne chacune des éoliennes individuellement. Maintenant, comment est-ce que cette énergie-là se rend jusqu'à nous, jusqu'à nos ordinateurs qu'on utilise présentement pour suivre ce webinaire? Donc, les éoliennes produisent de l'électricité quand même à faible tension par la génératrice. Donc, ce courant-là, ensuite, est envoyé dans le bas de l'éolienne. Il y a un petit transformateur qui fait une première transformation pour élever un peu la tension. La nouvelle tension est envoyée là, dans le réseau collecteur. Donc, toutes les éoliennes sont connectées entre elles par un réseau collecteur sur le parc éolien. Donc, ils récupèrent toute cette énergie-là. Bon, ici, sur la figure, c'est montré avec des poteaux. Mais il y a beaucoup de parcs aussi. Le réseau collecteur peut être dans le sol. Donc, là, toute l'énergie du parc est regroupée, concentrée. C'est envoyé finalement au poste de raccordement qui élève la tension et qui met ça à la bonne fréquence pour être envoyé sur le réseau de transport d'Hydro-Québec et donc être distribué là, partout au Québec. Donc, les éoliennes fournissent de l'énergie au réseau, mais les éoliennes donnent aussi des services au réseau. Parce que, il y a des gens qui allument des lumières, on peut partir des fours, etc. Donc, le réseau, il reçoit continuellement des différentes demandes, un peu à droite, à gauche, ce qui va influencer un peu sa fréquence, qui peut changer un peu le voltage du réseau, ce qui peut changer la puissance demandée, la puissance réactive du réseau. L'éolienne, maintenant, c'est dans le contrôleur de l'éolienne, il y a toutes sortes d'éléments électroniques qui sont capables de réagir très rapidement à toutes ces demandes-là du réseau et à ajuster finalement l'output de l'éolienne pour que si le réseau a besoin d'un peu plus de fréquence, mon éolienne va donner un peu plus de fréquence. S'il faut changer un peu le voltage, parfait, l'éolienne peut rapidement changer le voltage et donc réagir à toutes les demandes du réseau de façon à s'assurer que le réseau reste stable et puisse fournir son énergie là, sans avoir de problème, sans avoir de fluctuations. Finalement, les éoliennes, généralement, on les regroupe. On veut faire des parcs d'éoliennes. Quand on trouve un bon site, un bon gisement éolien, on va essayer de l'exploiter. Donc, vous avez sûrement déjà vu des parcs éoliens. Et vous avez sûrement vu aussi que les éoliennes sont quand même à bonne distance les unes des autres. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? C'est parce que l'air qui passe dans une éolienne, on va rechercher son énergie. L'éolienne prend l'énergie de l'air. Donc, derrière, il y a moins d'énergie. Le vent est un peu plus faible. La vitesse du vent est un peu plus faible. Et en plus, évidemment, la machine en tournant crée de la turbulence dans l'air. Et ça, tout ça, on appelle ça le sillage. Mais ça prend un certain temps avant que ces effets de sillage-là soient dissipés et que le vent retrouve un peu son allant normal pour le site. Donc, c'est pour ça qu'on va donner la distance. Typiquement, on va donner une distance entre 8 à 12 fois le diamètre d'une éolienne, donc pour deux éoliennes qui sont une derrière l'autre, de façon à ce que le vent puisse retrouver sa situation normale essentiellement pour que l'éolienne derrière puisse fournir autant d'énergie que la première éolienne devant. Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on préfère souvent les collines? C'est parce que donc, en colline, typiquement, évidemment, on est un peu plus élevé. Et comme j'ai dit, donc, la vitesse du vent s'élève, est plus grande plus on est haut dans l'altitude. Donc, on va aussi aller bénéficier des collines comme ça pour aller chercher de la hauteur. Troisième point, est-ce que les chemins, on en voit un peu aussi sur l'image, est-ce que les chemins des éoliennes sont nécessaires? Évidemment, on a besoin de ces chemins-là au moment de l'installation de l'éolienne, mais pourquoi est-ce qu'on les conserve? Les éoliennes, maintenant, ont des durées de vie de 25 ans, sans trop de problèmes. Mais ça se peut quand même que durant cette durée de vie-là, il y ait des réparations majeures à faire. Qu'il y a un bris de pale ou qu'il y a une éolienne qui a un problème avec sa boîte d'engrenage. Ce qui fait que dans certaines situations, parfois, on va avoir besoin de ramener la grue sur l'éolienne.
ont donc besoin de conserver les chemins un peu dans leur état original, de façon à ce que les équipements lourds, au besoin, puissent intervenir sur notre éolienne rapidement pour la remettre en fonction. Dernier point, évidemment, c'est le coût d'une éolienne. Comment ça coûte? Les éoliennes modernes, donc environ 6-7 mégawatts, là, coûtent environ 1 million de dollars du mégawatt pour la machine uniquement. Maintenant, quand on inclut là-dedans donc l'installation, tout le réseau de raccordement, qu'on inclut le réseau collecteur, typiquement, donc, le coût s'élève à environ 3 millions de dollars du mégawatt. Donc, pour un parc de 300 mégawatts, on parle d'environ 900 millions là, pour une cinquantaine d'éoliennes. Donc voilà, c'est ce qui complète ma présentation sur l'éolienne. On peut être très heureux, Fred et moi, de recevoir vos questions. Merci beaucoup, Denis. Super intéressant. Donc, oui, on a des questions, mais en fait, c'est quelqu'un qui nous fait un commentaire. Donc, c'est pas une question, mais plus un commentaire. Peut-être que tu souhaiterais commenter. Avec des plus grosses éoliennes, on peut faire des économies d'échelle. Donc, genre 10 éoliennes de 2 MW en 2015 devient 5 éoliennes de 4 MW en 2025, par exemple, ce qui fait moins de construction et moins de pièces d'équipement. Oui, effectivement. Avec des plus grosses éoliennes, on a moins d'éoliennes et même le coût unitaire par mégawatt diminue aussi. Donc, le 1 million qu'on a présentement par mégawatt, si on avait des plus petites turbines, le coût par mégawatt aussi serait augmenté pour la machine seulement. Et en plus, tous les coûts corrélés ensuite pour l'installation aussi diminuent par mégawatt. Puis on a des grosses éoliennes. Oui. Puis c'est aussi ce qui explique ce qu'on observe depuis 20 ans, de la forte diminution des coûts de production d'électricité par les éoliennes. Une des raisons qui explique cette diminution, c'est justement la plus grande productivité des éoliennes de par l'augmentation de leur taille. OK. Puis est-ce que les éoliennes de 7 à 8 mégawatts sont-elles vraiment différentes en hauteur et en diamètre? Est-ce que ça augmente tout le temps plus de mégawatts, plus grosses éoliennes? Oui, donc les profils aérodynamiques aussi s'améliorent, évidemment, mais typiquement, c'est surtout par le diamètre qu'on va chercher plus de puissance. Donc, oui, donc de plus en plus grosse. Et c'est ça, plus on peut aller chercher de la hauteur aussi, c'est aussi l'avantage d'aller chercher des meilleurs vents, d'augmenter notre facteur d'utilisation pour un même site. On a toujours avantage d'aller chercher des éoliennes plus hautes. Parfait. Une autre question qu'on a, c'est est-ce que l'augmentation de la taille des éoliennes signifie qu'on a besoin d'en installer moins pour obtenir la même quantité d'énergie? Oui, donc oui, exactement. Donc, les éoliennes à l'époque, autour de 2 mégawatts, là, maintenant, il en faut 3 fois moins essentiellement là, pour pouvoir aller chercher la même énergie. Oui. Puis un des constats aussi, c'est que ça a un impact également sur l'impact visuel, disons, des parcs. Donc, parce qu'évidemment, elles sont plus grandes pour gérer le sillage, elles doivent être plus, dans le fond, distribuées sur une plus grande surface. Et ça fait aussi donc moins de concentration de machines là, dans le paysage. Donc, c'est aussi un des effets, c'est que ça diminue la densité, disons, l'impact visuel là, en tant que tel. Même si ce sont de plus grosses machines, évidemment, on les voit de peut-être plus loin, mais elles sont moins densément regroupées que ce qu'on pouvait observer auparavant. Là. Excellent. Donc, on vous demande, avec l'immense potentiel hydraulique au Québec, quel est l'intérêt pour la province d'investir dans l'éolien? En fait, le potentiel hydroélectrique au Québec est quand même passablement déjà à côté, en quelque sorte. Puis dans le fond, quand on regarde la stratégie d'Hydro-Québec actuellement pour augmenter la puissance de la production d'électricité, il y a un programme important de mise à niveau des centrales hydroélectriques qui va permettre d'ajouter de la puissance, de la capacité. Mais c'est vraiment aussi l'éolien qui permet d'aller chercher des potentiels énergétiques additionnels. Parce que les nouvelles rivières, je veux dire, il y a une limite, là, je veux dire, à ce qu'on peut trouver comme rivière qui est exploitable au Québec, alors que des gisements éoliens, il y a encore beaucoup d'espace où on a des bons gisements qui peuvent être exploités. Il y a aussi une logique de temps, de construire un parc éolien, le mettre en opération, ça peut peut-être s'écheler sur une période d'à peu près 5 ans, 5 à 7 ans, disons, là, quand on fait tout l'ensemble du processus, alors que lorsqu'on parle de grands ouvrages hydroélectriques, mais c'est des échelles de temps qui sont beaucoup plus grandes, là, 10, 15 ans. Donc, ça permet aussi de déployer plus rapidement, répondre plus rapidement aux besoins énergétiques avec des parcs éoliens qui sont aussi de plus petite taille
que ce que, mettons, des grands ouvrages hydroélectriques permettraient. Donc, vraiment, c'est complémentaire. En fait, il ne faut pas les voir en opposition les uns avec les autres, mais il faut vraiment voir la complémentarité des deux. Puis, c'est un peu la raison pour laquelle Hydro-Québec, dans son plan stratégique, là, met de l'avant vraiment une stratégie qui va faire grandir les deux sources d'énergie renouvelable là, pour répondre aux besoins de la province. Excellent. Merci. Avec une analyse de cycle de vie complète sur 25 ans, construction, socle, déforestation, acier, etc., quelle est la comparaison des émissions de GES par rapport au solaire, à l'électricité, à l'hydroélectricité ou même au nucléaire? Est-ce que... Ceux-là, je n'ai pas les chiffres. Ouais. On pourrait on partager les chiffres, mais essentiellement, l'éolien en termes d'impact sur le cycle de vie, c'est comparable à l'hydroélectricité, peut-être un peu moins. Donc, vraiment, les sources les moins émettrices sur le cycle de vie, c'est solaire, éolien, hydroélectricité, les ouvrages qu'on connaît. Donc, on pourrait faire circuler les données, mais en termes de cycle de vie, ça se compare très avantageusement. Donc, c'est vraiment un choix qui est cohérent de ce point de vue-là aussi, là, non seulement au niveau de la production dans le fond, qui est renouvelable, donc c'est l'électricité renouvelable, mais aussi quand on le regarde dans son portefeuille d'ensemble, l'empreinte carbone est quand même avantageuse là, quand on la compare aux autres technologies disponibles. Puis on pourrait vous fournir les chiffres, il n'y a pas de problème. Parfait. Donc, votre réponse là va effectivement être sur notre site Internet quand vous allez nous la faire parvenir. Donc, une autre question. Êtes-vous impliqué dans les gros projets au Saguenay-Lac-Saint-Jean? On parle de Chapmouchon et Chauvin. Oui. En fait, je dirais pas directement, parce qu'évidemment, c'est des projets qui sont menés par Hydro-Québec avec les communautés. Donc, on est évidemment, Energica est un partenaire d'Hydro-Québec dans l'ensemble de nos travaux. Mais je vous dirais, on n'est pas spécifiquement, je vous dirais, actuellement sur le terrain là, pour ces projets-là, bien qu'évidemment, on suit ça de proche et Energica est en soutien, disons, à Hydro-Québec et à l'ensemble de la filière. Mais je n'aurais pas je dirais, d'éléments précis pour ce projet-là particulier là, à vous partager aujourd'hui. Parfait. On a une autre question. Peut-on également ajouter l'argument de la proximité du parc éolien des consommateurs versus le barrage hydroélectrique? En fait, je ne sais pas, Denis, si tu veux le prendre ou... Ah oui, c'est sûr qu'il y a effectivement l'intérêt, c'est aussi de la distribution. On peut avoir des parcs de production électrique un peu partout distribués sur le territoire. C'est l'avantage aussi du vent. Hein. S'il n'y a plus nécessairement de vent en Outaouais, on va quand même avoir du bon vent en Gaspésie. Donc, on peut toujours venir équilibrer comme ça, utiliser la ressource là où elle est finalement. Et oui, donc être plus proche des lignes de transport, c'est Oui. toujours l'avantage. Puis évidemment, en étant plus près aussi des centres de consommation, donc étant plus dans le sud, les réseaux de transport, on a besoin de construire moins de lignes de transport à haute tension pour amener l'énergie. Puis on le voit de plus en plus hein, avec les changements climatiques, l'impact, en fait, l'importance de la résilience des réseaux, hein, un peu ce que Denis disait, donc d'avoir pas tous ces œufs dans le même panier, hein, mais d'avoir vraiment une distribution de la production sur le territoire. Puis la proximité, bien évidemment, là, cet avantage-là aussi, là, d'avoir un réseau peut-être qui serait plus résilient par rapport à ça, puis qui nécessite la construction de moins de kilomètres de lignes, quoi qu'on le sait que le réseau actuel de transport d'Hydro-Québec est à toute fin pratique saturé. Donc, on devra construire de façon importante dans les prochaines années d'autres lignes de transport. Puis on sait aussi que le réseau actuel d'Hydro-Québec, quand il a été construit initialement, c'était vraiment pour amener l'électricité du nord vers le sud, hein, les barrages hydroélectriques vers les points de consommation dans le sud. On sait que la production éolienne est plus dans le sud, puis elle est plus sur un axe est-ouest. Donc, il y a nécessairement de la construction de lignes de transport qui est à venir pour répondre aux besoins futurs. Mais de manière générale, effectivement, le fait d'avoir des parcs éoliens plus près dans le sud, bien, ça contribue de ce point de vue-là, mais ça contribue aussi à la résilience du réseau. Excellent. On a une question sur la main-d'œuvre, sur les emplois. Donc, est-ce que les énergies renouvelables ou éoliennes sont des secteurs qui offrent beaucoup d'emplois? On spécifie un peu pour les finissants, mais beaucoup d'emplois. Puis, c'est quoi l'expérience qui est demandée habituellement? Là? On parle de peut-être 5-6 ans. Est-ce que c'est ça que vous observez sur le terrain? Déjà,
Déjà au Québec, on a aussi beaucoup d'entreprises dans le manufacturier par rapport à l'éolienne. Donc, on parle ici de l'usine de Lenwood Power ou les tours Marmen. Donc, il y a beaucoup d'emplois déjà dans le manufacturier pour l'éolienne. Ensuite, oui, c'est sûr qu'il faut des techniciens pour faire l'entretien de tout ça. Donc, il y a quand même beaucoup de création d'emplois au niveau technique pour toute la maintenance et dans toute la gestion aussi là, des parcs. Je ne sais pas si tu fais rajouter. Oui, oui, c'est ça. Dans le fond, il y a vraiment tout au long du cycle de vie. Donc, il y a des besoins en ingénierie, en études d'impact environnemental, en droit. Donc, il y a beaucoup d'emplois. Donc, on parle d'à peu près, quand on parle d'opération et maintenance, à peu près un emploi par 10 mégawatts au niveau de technicienne d'entretien. Il y a tout le volet construction. Donc, je vous dirais, c'est un secteur qui est appelé à grandir. C'est un secteur qui est appelé aussi à avoir besoin de main-d'œuvre. On le voit, là. Hein, on est dans les mêmes défis que l'ensemble de l'économie, la nécessité d'aller trouver la main-d'œuvre disponible. Puis, oui, puis ça va vraiment au niveau de tous les corps de métier, vraiment il y a une forte demande. Puis au niveau de la formation, bien évidemment, on en a des gens en communication, en droit, en génie mécanique, en génie électrique. Au niveau de l'opération et la maintenance, on a des formations. Par exemple, ici au Cégep de la Gaspésie des Îles, il s'offre une attestation d'études collégiales en maintenance d'éoliennes. Il y a aussi un programme de technique du génie électrique qui est ajusté, adapté là, avec une couleur énergie renouvelable plus particulière. Puis on le voit que il y a différents programmes collégiaux qui mènent à des métiers. Puis on le voit aussi pour répondre aux besoins de main-d'œuvre, les opérateurs de parcs au niveau de l'entretien commencent à créer un peu des nouveaux corps d'emploi comme assistant technicien pour permettre, dans le fond, à plus de monde de pouvoir contribuer et à pouvoir travailler sur l'entretien des parcs, là, vraiment élargir disons, le bassin de main-d'œuvre. Donc, c'est vraiment, si vous appréciez le plein air puis travailler à la transition énergétique, c'est sûr que c'est un secteur qui est très intéressant. Excellent. On va prendre deux dernières questions. Le temps, on a déjà dépassé midi, mais on va quand même prendre les deux dernières questions. Une question est comment est pris en compte les paysages pour le développement éolien? Oui, effectivement. Donc, il y a une étude obligatoire évidemment, du paysage, mais je n'ai pas Oui, ben en fait, les critères, mais il y a une étude oui. obligatoire paysagère avant de faire l'implantation qui est évaluée ensuite par le BAP. Qui est évalué. Puis dans le fond, on sait que les paysages ont une valeur. Hein. Les paysages ont des fonctions, des valeurs. Puis les paysages, ben, c'est pas tous les paysages qui se valent, mais c'est quelque chose qui est vivant. Donc, dans la construction d'un parc ou dans la conception d'un parc, il y a des simulations visuelles qui sont à faire et qui doivent être partagées pour voir, en fond, l'impact visuel attendu. Il y a aussi des règlements de contrôle intérimaire au niveau des municipalités qui viennent mettre certaines règles sur des zones où on peut construire ou pas, sur des distances aussi séparatrices par rapport à certains ouvrages. Donc, il y a plusieurs règles, là. Même il y a le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire a développé un guide sur l'implantation des éoliennes. Donc, il y a vraiment beaucoup de guides, beaucoup de normes. Puis je vous dirais, c'est toujours pris en compte et c'est contributif aussi à l'acceptabilité sociale des projets. Donc, lorsqu'on déploie des infrastructures de cette nature-là, ben, ça fait partie des impacts qui doivent être considérés, qui sont discutés avec les acteurs du milieu pour s'assurer qu'on atteint le bon équilibre et qu'on respecte le cadre, disons, normatif là, autour de cette question-là. Parce qu'évidemment, les paysages ont une valeur, ont une fonction, puis elles doivent être considérées dans l'exercice. Excellent. On a plein de bonnes questions qui continuent à rentrer, là, donc je vais en prendre une autre. La production éolienne n'étant pas pilotable, quels enjeux que ça pose pour Hydro-Québec en termes de coût des autres énergies, le fait que les parcs éoliens, dans un mix énergétique, s'accompagnent souvent de centrales à gaz pour piloter les variations dans d'autres systèmes, là. Je pense que ce n'est pas le cas ici au Québec. Non. Non, ça, ici, ça, toujours l'hydroélectricité. Ça permet aussi de remplir les barrages, justement, de faire de la réserve hydroélectrique. On va utiliser des éoliennes autant que possible au moment où on en a besoin. Ceci étant, aussi, les éoliennes, il y a de la gestion qui se fait. Hydro-Québec peut dire certaines éoliennes, arrêtez-vous parce qu'on a trop de courant. Les éoliennes peuvent être bridées aussi, donc limitées en production aux besoins. Puis ça, c'est l'importance aussi de la répartition sur le territoire, de façon à ce que s'il y a un peu moins de vent dans une région, il y a probablement du vent dans une autre région, ce qui fait qu'on peut aller chercher quand même toute l'énergie qu'on a besoin de par les éoliennes quand on en a besoin. Ouais.
Puis, en fait, le mariage hydroélectrique, le mariage québécois, l'éolien avec l'hydroélectricité, puis le profil de consommation, c'est quand même un bon mix, là, je dirais, pour le Québec, en fait. Là. Ça fait beaucoup de sens, puis ça contribue, les interactions vont bien, puis le fait qu'on a du stockage hydroélectrique, ben, ça permet de bien intégrer cette ressource-là. Ça. Puis encore une fois, qu'on a le plus de besoins, c'est en hiver, et les vents sont meilleurs en hiver. Donc, la production est optimale. La production éolienne est optimale en hiver, quand on a le plus de besoins. Donc, de ce côté-là, ça marche bien. Dernière question. Le recyclage des éoliennes. Est-ce que Oui. vous pouvez nous en parler un peu? Oui, ben, le recyclage des éoliennes, en fait, actuellement, je dirais qu'une éolienne, c'est recyclable dans son ensemble. Le défi qui nous reste comme industrie à relever, c'est les pales. Donc, les pales sont actuellement faites en matériaux en fibre de verre, là, essentiellement. Et il y a des technologies, il y a des projets actuellement qui visent à corriger ça. Donc, on est actif aussi de ce point de vue-là. Donc, l'éolienne, elle est presque toute recyclable. Là, puis le défi, c'est les pales. Et il y a des consortiums, des acteurs de l'industrie qui s'attaquent à cette question-là de front actuellement pour essayer de trouver des nouvelles résines, des nouvelles façons de concevoir et de fabriquer les pales d'éoliennes pour les rendre recyclables. Parce qu'actuellement, là, le fibre de verre, c'est un défi. Hein. Toute l'industrie du fibre de verre, c'est un peu ça. Donc, on peut broyer, on peut brûler, on peut le mettre dans le béton pour renforcer le béton. Donc, il y a des usages, il y a du réutilisation, là, recyclage qui est possible, mais ça demeure un défi là, sur lequel l'industrie se penche actuellement. Puis, dans le fond, on le voit hein, même dans les derniers rapports du BAP, là, c'est un des sujets qui a été nommé comme étant une préoccupation là, qui devra être traitée. Puis, je peux vous dire qu'il y a des travaux de recherche actuellement qui sont en cours, pas seulement chez Energica, mais aussi dans des universités québécoises et ailleurs dans le monde pour trouver des solutions là, à cet enjeu-là que l'on souhaite résoudre dans les prochaines années. Excellent. Hey, merci beaucoup, Denis. Frédéric, c'était super intéressant. Donc, je vous parle des prochains webinaires. Donc, celui-ci, c'était le dernier de l'hiver. On va faire une relâche pour quelques semaines pour revenir avec une autre série de webinaires qui va être plus axée sur les rôles des intervenants gouvernementaux là, dans les projets éoliens. Donc, par exemple, là, il y a une question sur le niveau de son de bruit des éoliennes. Donc, on pourra être abordé là, dans le cadre de la conférence de l'INI-SPQ sur le sujet. Donc, ceux qui s'occupent de la santé publique. Donc, la programmation va être sur notre site Internet du ministère, là, sur québec.ca, puis aussi sur nos réseaux sociaux. Donc, je vous invite à suivre l'actualité dans ce sens. Donc, merci encore, Frédéric, Denis, c'est super intéressant, instructif. Puis, merci à tous d'être présents avec nous. Au revoir. Merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir. Ah.